Mon général, je commencerai cet entretien que nous envisagions depuis longtemps par un rapide panorama de votre vie et de votre œuvre. Vous êtes venu au monde en 1911 à Turin et vous avez eu votre éducation en France. Quel élément vous prédestinez pour votre carrière militaire, pour votre brillante carrière militaire? Bien, d'abord, je souhaitais, une fois adolescent, devenir architecte. Et je travaillais pour cela dans des ateliers de beaux-arts pour préparer mon entrée à l'école des beaux-arts. Mais il y a eu la nuit des longs couteaux, en juin 1934, et au cours de cette nuit, comme vous le savez, Hitler a fait assassiner par CSS, la quantité de SA, et ça a ému beaucoup des Français qui découvraient une Allemagne sanguinaire dont ils redoutaient tout. C'est-à-dire que ma mère m'a dit, donc tu ne peux pas continuer à faire l'étudiant, il faut que tu t'engages car nous allons vers une guerre. Alors comme j'avais passé auparavant mon brevet de pilote, civil et militaire, j'ai rejoint l'armée de l'air à ce moment-là. Alors la guerre éclate en 1940, vous êtes fait prisonnier dans le midi de la France. Non. La guerre éclate, je suis en Afrique du Nord. En Afrique du Nord. On m'envoie en France en mission, mais à la fin, trop tard pour que je puisse intervenir. Je reviens d'Afrique du Nord, et de là, on m'affecte à Marrakech, au Maroc. Oui. Et c'est là que j'entreprends, à la demande du commandement, une série de conférences anti-allemandes qui me valent 90 jours d'arrêt de forteresse et la radiation du personnel navigant. Et vous échappez et vous rejoignez les forces libres du général de Gaulle en Grande-Bretagne. À ce moment-là, je prétends que je suis malade, l'hôpital me couvre, les Américains arrivent au Maroc et je file en Angleterre pour rejoindre les forces françaises libres et je suis affecté dans un groupe de bombardement lourd et pendant des mois et des mois, je bombarde la nuit l'Allemagne, la nuit et le jour. C'est-à-dire que vous êtes intégré dans Royal Air Force. Oui, c'était la Royal Air Force. Oui, dans les forces aériennes britanniques. Alors, vous bombardez l'Allemagne, non pas pendant quelques mois, mais pendant quelques années. Non, pas pendant quelques années. L'année 44, l'année 45. L'année 45. C'est là où vous bombardez la Prusse orientale pour faciliter l'avancée des troupes russes et la chute de Berlin. En effet, nous avions même des missions de bombardement qui nous faisaient traverser toute l'Allemagne pour aller bombarder les troupes allemandes sur le front russe. Oui. Et ensuite, nous attaquions aussi des raffineries, comme la raffinerie de Leuna, qui après fait couler beaucoup d'encre, près de Leipzig. Et puis, toutes les villes allemandes ont été plus ou moins bombardées, la Ruhr surtout, parce que c'était l'arsenal, mais aussi Dresde et les autres. Dresde, Magdebourg, Mayence, Cologne, Bonn, enfin, ils y sont toutes passées. Voilà, des simples soldats. Des simples soldats, au début de la guerre, vous devenez colonel à la fin de la guerre. Non, mais j'avais quand même fait l'école de l'air pour avoir un grade en 1939. Donc, vous bien que j'étais sous-lieutenant. Vous étiez sous-lieutenant et puis vous sortez colonel. Ah bah, lieutenant a suivi la hiérarchie. Bientôt dans les années 50, vous êtes promu général. Je suis promu général à la fin des années 50. Et dans les années 50, vous commencez la campagne pour doter la France de la force nucléaire, d'abord auprès du gouvernement Guy Mollet, socialiste, puis auprès du général de Gaulle quand il vient au pouvoir en 1958. Non, j'ai commencé plus tôt. J'étais très impressionné, quand j'étais encore à Londres, par les événements d'Hiroshima et de Nagasaki. Et j'ai fait dans la revue La France Libre, à laquelle je collaborais dans le quelque chose d'éditoriaux, j'ai fait un article, un des premiers articles qui était écrit sur le sujet, sur la signification de la bombe atomique. Mais un article moins complet et moins brillant d'ailleurs que celui de l'amiral Castex, qui est sorti un mois après. Et j'ai commencé ma campagne dès cette époque en pensant ceci, en pensant que une bombe, 2 bombes, un avion, 10 hommes avaient suffi
pour mettre un terme à une guerre au cours de laquelle les hommes s'étaient affrontés par dizaines de millions, en mettant en œuvre des chars d'assaut par centaines de mille, des canons par centaines de mille, des avions par dizaines de milliers, des bateaux par milliers, et tout ça était arrêté net par un avion, 10 hommes et une bombe. Donc j'ai conclu que pour mon pays, qui n'avait pas les moyens gigantesques de la Russie ou de l'Amérique, la solution était évidemment de se tourner vers l'atome. Elle trouverait toujours les moyens de se fabriquer une dizaine de bombes, d'avoir une dizaine de bombardiers et d'avoir une centaine d'hommes qui se dévoueraient pour la sauver. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine Galois, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire d'avoir des milliers de bombes atomiques pour dissuader l'adversaire, il suffit d'en avoir une centaine pour les dissuader, puisque déjà par une centaine de bombes atomiques, on peut détruire la planète. En effet, et je me rappelle de l'entretien que j'ai eu avec Général de Gaulle dans la nuit du 2 ou 3 avril 1956, où comme je lui expliquais cette thèse de la dissuasion, de l'inégalité totale des forces, que vous venez de résumer, il s'était écrié « Vous avez raison, il suffit que l'on soit capable de leur arracher un bras à l'ennemi. » Bien sûr. Voilà. Alors, en même temps, vous rédigez de nombreux ouvrages, dont la stratégie à l'âge nucléaire, sur lesquels Raymond Aron, qui, disons, n'était pas en meilleur rapport avec De Gaulle, s'est exprimé très favorablement en disant que ce livre devait être le livre de chevet de tous les hommes d'État. Oui, alors Raymond Aron, à cette époque, faisait une certaine propagande dans les journaux français, dans le Figaro en particulier, pour faire adopter la conception des États-Unis de la dissuasion, qui était celle que j'ai exposée dans mon livre. C'est pour ça qu'il m'avait tellement pressé pour que j'écrive ce livre. Mais quand il y a eu, en 1960, l'avènement des Kennedy au pouvoir, et surtout, quand, à cause des sous-marins nucléaires qui venaient de naître, l'Amérique s'est trouvée vulnérable, à ce moment-là, la stratégie américaine a changé, et au lieu de défendre l'Europe d'une manière inconditionnelle, ils ont estimé qu'ils la défendraient nucléairement, peut-être, mais ce n'était pas certain. Et Raymond Aron a tourné kazakh, c'est-à-dire qu'il a défendu la nouvelle thèse américaine, alors que moi je restais fidèle à l'ancienne, bien sûr. Le résultat, c'est que nous avons divergé. Et j'ai appris, en 1963, de la bouche du colonel Kittner, que j'avais connu à l'OTAN, j'ai appris que Raymond Aron recevait de la CIA ses subsides mensuels. Qui aurait dû un tel personnage? Alors, j'ai compris pourquoi il avait fait cette volte-face. Oui. Alors, toujours est-il que le général de Gaulle, grâce à l'armement nucléaire que la France a eu, grâce à vous... grâce à moi, mais enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, il a pu faire sortir la France de l'OTAN en 1966. En 1966, la France sortit de l'OTAN, car le général de Gaulle avait attendu que la première escadrille de Mirage 4 soit complète, elle était complète dans les années 66, pour sortir la France de l'OTAN. La France, c'est-à-dire à ce moment-là, sa propre sécurité par ses propres moyens. Tout à fait. Alors nous arrivons en 1989, lorsque s'est produit la chute du mur de Berlin, événement immense, dont les conséquences immédiates seront la réunification de l'Allemagne, la dissolution du pacte de Varsovie, la désintégration de l'Union soviétique, la guerre de Golfe, la destruction de la Yougoslavie, le tout en l'espace de 3 ans. En ce moment, vous êtes au seuil de votre 81e année. Et alors que nombre de vos contemporains ne sont plus de ce monde, ou passent leur vie paisible de retraités, vous vous engagez les plus formidables des combats. Vous désapprouvez ou vous redoutez la rapide réunification allemande, vous voyez avec inquiétude l'écroulement de l'Union soviétique, vous condamnez la guerre américano-européenne contre l'Irak, puis la destruction de la Yougoslavie par l'Allemagne, vos craintes s'étant révélées tout à fait justifiées. Bien, je vais vous dire qu'en 1977, 78, 79,
je me rendais régulièrement chez Franz Josef Strauss en Allemagne, car je le connaissais. On disait de lui qu'il était le plus gaulliste des Allemands. Et il faisait tous les ans un petit séminaire pour discuter des affaires du monde. Il y avait là un Britannique qui s'appelait Brian Crozier, il y avait un Espagnol qui s'appelait Sanchez Bella, il y avait un représentant du Vatican et un représentant de l'Opus Dei, et puis moi. Et au cours d'une de ces réunions, je crois en 77, 78, à cette époque déjà, Strauss avait expliqué qu'à son avis, la Yougoslavie n'était pas viable. C'est-à-dire que 3 ans avant la mort de Tito, dans l'esprit de bien des Allemands, eh bien, il fallait préparer la succession. Et tout naturellement, envisager la dislocation de la Yougoslavie qui concrétisait la défaite de l'Allemagne en 1918 et en 1945, puisque les Serbes avaient lutté à nos côtés contre l'Allemagne. Alors il fallait effacer ce reliquat du traité de Versailles, que les Allemands détestent naturellement, et puis punir les Serbes d'avoir eu l'audace à 2 reprises de leur avoir s'être combattu contre eux, et pratiquement de leur avoir fait perdre peut-être la Deuxième Guerre mondiale, en particulier en prélevant des divisions importantes qui étaient nécessaires pour Stalingrad et qui étaient immobilisées engagées dans les Balkans. Dans les Balkans. Donc, j'étais donc prévenu. Mais je l'étais aussi un peu parce qu'en 1942-43, quand j'allais à Londres discuter en permission, je rencontrais des officiers de la Royal Air Force qui faisaient des missions de ravitaillement des maquis serbes et qui me disaient le courage, la vaillance de ces peuples qui les étonnaient beaucoup. Oui. Et il y a même dans la revue de la France Libre, dont je parlais tout à l'heure et à laquelle j'ai plus tard collaboré, il y avait des articles à la gloire de la résistance serbe. Bon, si bien que, tout naturellement, quand il y a eu la fameuse nuit de décembre 1991, le 17 décembre, au lendemain du traité de signature du traité de Maastricht, oui, au cours de laquelle M. Genscher a imposé à ses partenaires européens de reconnaître l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, en prévenant, en allant plus vite que la Constitution de 1974 yougoslave, qui prévoyait qu'une république pouvait faire sécession, à condition que cette sécession fût précédée d'un référendum général. Alors il fallait éviter cela pour disloquer le pays. C'est ce qui s'est passé. Donc le droit a été violé, le droit a été bafoué, et en plus, je ne pouvais pas admettre qu'on s'attaque à ce pays qui était le symbole de la résistance à l'Allemagne, d'ailleurs pour moi, et qui jouait un rôle important en ce qui concernait le verrouillage du sud de l'Europe face à la montée éventuelle des pays africains, des pays d'islam vers le centre de l'Europe. Or, les Allemands ne l'ont pas pris, n'ont pas tenu compte, car l'objectif était chez eux d'effacer le traité de Versailles. Alors, par conséquent, tout naturellement, j'ai pris cause et fait pour les Serbes, d'autant plus que j'ai découvert là une méthode de guerre nouvelle, qui est la suivante. Quand on veut s'en prendre à un pays, comme c'était le cas de la Serbie, on a plusieurs étapes. La première étape, c'est de dénigrement, une campagne de désinformation pour noircir l'adversaire de manière à pouvoir ensuite être le châtier. Deuxième étape, on lui impose un blocus économique de manière à affamer la population, à affaiblir sa résistance, à la monter contre le pouvoir qui n'arrive pas à la nourrir, à la plonger dans la misère. Troisième étape, on la bombarde, de manière à ce qu'elle ne puisse pas récupérer elle-même en détruisant son appareil industriel. Quatrième étape, on l'occupe physiquement. Et cinquième étape, on l'achète à coups de dollars et à coups de promesses. Les malheureux qui n'ayant pas mangé, n'ayant pas de quoi vivre, sont obligés d'accepter la loi du plus fort. Ce système a été découvert à l'occasion de l'affaire de Yougoslavie et il a été systématiquement appliqué ailleurs plus tard. Voilà.
on peut dire que le monde occidental a basculé dans le mal sur le cas de Serbie, sur le cas de la Yougoslavie. D'une part, voilà. Alors, c'est, en ce qui concerne, on revient un moment, on revient un moment à l'Allemagne. Donc, comment se fait-il que la France a capitulé si vite devant l'Allemagne? Vous avez écrit dans le Figaro, à l'époque, en 1992, un célèbre article, l'abdication de la France. Et c'est sur cet article que nous nous sommes rencontrés. Vous écrivez l'abdication de la France à la veille du traité de Maastricht, au lendemain du traité de Maastricht. Et vous dénoncez l'abandon par la France des Serbes, l'abandon des Serbes par la France à leur sort, alors que les Serbes étaient des alliés de deux guerres mondiales, que la tradition, la grande amitié entre les Serbes et les Français était 2 fois séculaire, qu'il n'y avait jamais de guerre entre la France et la Serbie. Comment se fait-il que la France a abdiqué? La France était, à cause de très mauvaises institutions qui donnent plein pouvoir sans aucun contrôle populaire au chef de l'État élu au suffrage universel, qui se croit naturellement au-dessus des lois. La France avait à cette époque un chef d'État qui était malade, pas très intelligent à mon avis. Monsieur Mitterrand. Et qui était relativement faible. D'ailleurs, M. Kohl n'a jamais cessé de dire que dans les négociations qu'il avait avec lui, il suffit d'insister, il finissait toujours par céder. Parce que c'était un homme malade. Et, bon. Et ensuite, je crois qu'il se moquait un peu de l'intérêt national, qui était secondaire, qui comptait sur l'intérêt personnel. Et se prolonger le plus longtemps possible au pouvoir. Ce qui d'ailleurs l'a fait, puisqu'il a eu la possibilité de faire 2 septennats. Et que les Français n'ont rien compris, ils l'ont réélu une 2e fois. Et sous la pression des États-Unis et de l'Allemagne et de M. Kohl et de M. Genscher, on a sacrifié la Yougoslavie. Et on a sacrifié une vieille alliance, avec la Serbie, de manière à faire plaisir aux Allemands. Car on ne voulait pas, au lendemain du traité de Maastricht, montrer la moindre divergence avec la ligne européenne que voulait imposer M. Kohl aux pays européens. Dans l'affaire de la construction européenne, l'Allemagne a toujours exercé une forme de dictature. C'est elle qui a établi le traité de Maastricht et c'est elle qui l'a imposé. D'ailleurs, il y a un article dans Le Monde de 1994 où vous parlez de la prédominance allemande en Europe. Voilà. Et donc, la Serbie, la Yougoslavie étaient sacrifiées sur l'autel de cette Europe dont on dit que le sort se décide précisément aujourd'hui par le référendum qui est organisé en France. Bon, nous reviendrons plus tard. Par la suite, vous vous rendez plusieurs fois en Serbie et en Bosnie. Vous rencontrez le président Milošević, mais surtout Radovan Karadžić, président de la République serbe de Bosnie, et Ratko Mladić, commandant chef des forces serbes-bosniaques. Vous nouez un excellent contact avec Mladić, et vous donnez même devant lui et devant ses officiers quelques cours de la science militaire. Bon, c'est-à-dire que, science militaire, c'est beaucoup dire, mais il se trouvait que la Yougoslavie, n'étant pas membre du pacte de Varsovie, donc alimentée en information par la Russie, n'étant pas membre de l'OTAN, naturellement, et par conséquent pas informé des dernières techniques américaines, se trouvait relativement isolé et que certaines conceptions que la guerre froide entre l'Amérique et la Russie avait créée, lui était à peu près étrangère. Donc, comme j'avais été longtemps à l'OTAN, je connaissais à peu près leur stratégie, il était pour moi facile d'expliquer ce que je croyais comprendre de la stratégie américaine d'un côté et de la stratégie russe de l'autre pour mettre les alliés serbes au courant. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler avec Gérald Mladić, avec le ministre de la guerre, de la défense, Bulatović, je crois. Oui. De la défense. C'était Perišić à l'époque, je crois, mais bon. Parlons pas. Oui, n'en parlons pas. Il s'est compromis plus tard. Et c'était pour moi une manière de rendre un peu service à un pays ami. Et c'est comme ça que Gérald Mladić est devenu un ami et qu'après il m'a rendu un immense service que nous avons évoqué. Oui, nous allons parler maintenant. Alors nous arrivons en 1995, l'année catastrophique pour les Serbes à l'ouest de la Drina. La Croatie aidée politiquement, militairement, médiatiquement, financièrement par l'ouest,
fait crouler la République serbe de Krajina, en même temps que l'OTAN se lance en septembre 1995 dans le bombardement de la République serbe. Lors de cette opération, ou de ces opérations, un mirage est abattu au-dessus de Pale, capitale militaire de Serbie de Bosnie. Deux pilotes français sont éjectés, faits prisonniers des Serbes, les capitaines Chifo et lieutenant Jouvesso, je crois. Le gouvernement français, qui ne vous laissait pas à l'époque vous exprimer à la télévision, se souvient de vous et de vos bons rapports avec les Serbes et vous charge discrètement d'une mission auprès du général Mladic en vue d'obtenir la libération des deux pilotes. Comment cela s'est-il passé? C'est d'autant plus important que vous nous racontiez cela que deux personnages, un ancien préfet Jean-Charles Marciani et un oligarque russe Arkady Gaïdamak, réfugié à l'ouest et qui disposait déjà de 4 passeports français, anglais, canadiens et israéliens, ont développé pendant des années toute une fable tendant à usurper les rôles que vous avez joués et à démontrer que le général Mladic a marchandé la libération des pilotes. En fait, il ressort d'un récent film à la télévision française, à la FR2, que ces sommes prétendument demandées par le général Mladic étaient détournées au profit de ces deux personnages. Bien, ce que je sais, c'est passé la manière suivante. Un vendredi, qui devait être le 10 novembre 1995, alors que je allais partir en week-end chez moi en Normandie, je reçois un coup de téléphone et une voix que je ne connais pas me dit « Il faut que je vous voie immédiatement ». Je dis « Monsieur, je ne peux pas, je pars. C'est une affaire d'État, il faut que je vous voie ». Bien, je remets donc mon départ et j'attends ce monsieur qui vient chez moi, ici. Je fais entrer au salon, vous étiez à l'heure, et il me dit ceci. Vous savez que vos deux camarades sont entre les mains comme otages des Serbes. Nous ne savons pas s'ils sont vivants ou morts. Nous avons une peur extrême, c'est que s'ils sont vivants, ce soit les Américains qui arrivent à les sortir de là, ce qui serait une humiliation terrible pour nous. Nous savons que vous connaissez le général Mladic. Pouvez-vous intervenir auprès de lui? Je lui dis, mais comment savez-vous que je connais le général Mladic? Il me répond, nous avons nos renseignements. Alors je dis, écoutez, monsieur, c'est le mois de novembre, je suis cardiaque, le général Mladic est dans la montagne, je ne vais certainement pas courir la montagne en hiver dans l'état physique où je suis à mon âge. Mais c'est une affaire nationale, une affaire d'État. Vous devez défendre vos petits camarades, c'est l'armée de l'air qui est en jeu. Bref, il insiste tellement que finalement je cède. Je téléphone à un ami commun, Alexandre Radovic, qui parle en français comme vous et moi, et qui parle serbo-croate, en disant « Voulez-vous m'accompagner pour me traduire ?» D'accord. Rendez-vous est pris. Nous nous rendons donc le mercredi suivant à Belgrade, où nous rencontrons d'abord le président Tchotchich, lequel me dit de rien connaître de cette affaire, mais toujours un homme merveilleusement dévoué, que j'admire profondément, s'interpose pour qu'on nous aide tous les deux dans notre voyage. Et finalement, on nous donne une voiture de police pour précéder la nôtre, et nous partons sur Paris, voir Karadzic. La route était très longue parce qu'il y avait eu des bombardements, les ponts étaient détruits, et il faisait obscurité, et il y avait des éboulements aussi. Bref, nous avons mis 5 ou 6 heures de route, et nous sommes arrivés vers 10 heures du soir à Paris, où M. Karadzic nous a reçus. Je l'ai interrogé aussitôt, et il m'a dit « Je ne suis pas au courant. Ce que je sais, je crois savoir, c'est qu'ils ont été probablement enlevés par des paysans furieux d'avoir eu leur village bombardé par eux, et qui sont entre leurs mains. Ils les ont même enlevés peut-être à nos propres gardes. » On dit, je connais vos soldats serbes, ils ne sont pas laissés faire comme ça, il y a dû y avoir des coups de feu. Et ben, je ne suis pas au courant vraiment, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de coup de feu, et il n'y a pas eu de drame. La solution, c'est que vous voyez Mladic. Alors, vous allez donc le voir demain matin. Je vais vous faire conduire
Dans la montagne, là-haut, il y a un hôtel qui servait pour les Jeux Olympiques dans le passé. Ouais. Alors j'étais dans cet hôtel qui n'était pas chauffé. Il devait faire -10. Pour un cardiaque, ce n'était pas la réussite. Et je me suis couché vers 1h du matin. À 7h du matin, le téléphone sonne. On m'a dit, je suis prêt à vous recevoir. Avec Karadzic, avec Radovic. Nous partons tous les deux en voiture, dans la montagne, il y a du verglas, il fait froid, enfin, bref, c'était pas commode. Et nous arrivons dans une maison dans la campagne où je me trouve devant le général Mladic, accompagné d'une demi-douzaine de ses subordonnés, colonels ou commandants. Et là, il me fait le procès de la France, en me disant que la France était conduite d'une manière inattendue vis-à-vis des Serbes et qui étaient profondément touchés, humiliés, vexés, etc. Puis ça commence mal. Et puis il me dit, je sais pourquoi vous êtes venu, mais avant de vous en parler, je vais vous montrer mon village, que le général Janvier a fait bombarder parce que c'est mon village natal. C'est le village de Kalinovic, je crois. Et nous sommes allés dans ce village, effectivement, en ruine, il y a eu 80 morts, il y a les arbres brûlés, les maisons brûlées, enfin la dévastation. Alors j'étais évidemment très, très abattu. Nous repartons dans un autre refuge, et là, Mladic renvoie tout le monde, sauf Radovic et un autre interprète, et me dit maintenant, voilà, nous allons parler. Je dois vous dire que je hais cette guerre. Ma fille, elle est morte, elle n'a pas pu supporter, elle s'est suicidée. Elle n'a pas pu supporter les calomnies que l'on répandait sur mon compte. Mais je dois la faire parce qu'on attaque mon peuple, parce qu'on peut le chasser des terres qu'il occupe, pour les donner à un peuple rival ou à un peuple qui n'a jamais été un État et que l'on veut constituer un État. Et c'est mon devoir de le faire. Et c'est pour ça que je fais cette guerre, que, croyez-moi, que je hais. Mais il faut que je la fasse. Alors je lui dis, mais ceci étant, moi je viens vous voir pour mes 2 hommes. Il me dit, j'ai cessé les recherches le jour où Janvier a détruit mon village. Alors je dis, mais en général, que faut-il que je fasse, ou que faut-il que fasse au banc français pour que vous repreniez vos recherches? Alors il réfléchit un instant, et il me dit, c'est simple, il suffit qu'un de vos généraux, un gradé de l'armée française, vienne ici, je lui présenterai mes troupes lui rendront les honneurs, et devant mes troupes, nous nous serrerons la main, et comme ça nous aurons liquidé le triste contentieux franco-serbe. Je lui dis, c'est tout ce que vous demandez, c'est tout ce que je demande. Alors à ce moment-là, j'ai la réflexe clé. Je dis, bien, mon général, mais vous n'allez pas faire venir un haut gradé de l'armée française pour lui présenter 2 cercueils. Non, me dit en souriant, enfin Mladic. Rassurez-vous, Pierre, ils sont vivants, bien vivants, et je sais où ils sont. Alors, dans ces conditions, je dis, mon général, ma mission est terminée, je rentre à Paris en rendre compte. Et là, généreusement, elle me dit, oui, mais vous avez souffert pour venir sur la route avec ces 5 heures ou 6 heures de route, dans des conditions difficiles. Je vous propose de rentrer avec mon hélicoptère. Mais ils ne veulent pas souvent parce que je n'ai pas de pièce de rechange, et surtout, le général Janvier veut l'abattre. Il faut dire que le général Janvier est commandant en chef de... Français. Et le général Janvier veut l'abattre. Si bien que vous volerez, si vous partez avec, vous volerez très basse altitude, ça ne vous gêne pas. Je dis pas du tout, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Et nous voilà embarqués dans l'hélicoptère, si bien que 50 minutes plus tard, nous étions à Belgrade. Nous sommes rendus aussitôt chez le président Tchadchitch pour lui rendre compte de cette mission. Et le président Tchadchitch nous a conduits à l'aérodrome. Et là, nous avons pris nos billets sur Air France, qui partait à 6 h du soir, elle devait être 5 h 30. Et au moment du départ, peu avant le départ, la police de Milosevic est arrivée pour me fouiller. Parce qu'elle se demandait ce que Mladic m'avait confié, m'avait donné, m'avait dit. Il voulait savoir, naturellement. Alors, le président Tchadchitch a rouspété, elle s'est plaint, mais il n'y a rien à faire. Ils ont photocopié mon carnet d'adresse, etc. Mais on a fait retarder le départ d'avion, et finalement, on m'a laissé tranquille. Et je suis parti, j'étais à Paris à 8 h du soir. J'ai téléphoné à mon correspondant
qui m'avait été prié d'aller là-bas, qui est arrivé aussitôt. Qui était nom des gouvernements. À le gouvernement de la DST. Et je lui dis, un, ils sont vivants, deux, voilà ce qu'il faut faire pour les libérer. Puis je préviens les familles. Et cet homme, qui était un grand secrétaire d'État d'ailleurs, a dit, écoutez, vous avez fait votre travail, maintenant c'est au gouvernement à faire le sien. Tenez-vous tranquille. Bien. Alors, ancien militaire, j'ai obéi, j'ai rien fait. Et à ma grande surprise, pendant un mois, il ne s'est rien passé. Le 7 décembre, donc 2 semaines plus tard, le 7 décembre, les familles des deux malheureux, qui ne savaient toujours rien, auxquels on n'avait rien dit, sont allés voir M. Millon, Ministre de la Défense. Ministre de la Défense, pas brillant d'ailleurs, mais enfin, il était de la Défense quand même. Oui. Et il a été le voir pour dire oui ou non, Sotillant, qu'est-ce que vous savez sur eux? Et Millon a dit, je ne sais rien, il a reçu des ordres. Alors, je ne sais rien, mais je vous invite à déjeuner. Ah, les familles n'ont dit pas question de déjeuner avec ces bonhommes, nous voulons savoir ce que sont nos enfants. Ils sont partis. Et c'était le silence. Ça n'est que le 12 décembre, au moment où les signataires du traité de Dayton venaient consacrer ces signatures à Paris, que le président de la République a prétendu lancer un ultimatum à Balich et a envoyé, comme prévu, un haut gardien de l'armée française pour récupérer les deux hommes. Donc, il y a eu, à mon avis, toute une manœuvre qui consistait à faire un coup d'éclat à la veille de cette rencontre et à s'attribuer au pouvoir le mérite de leur libération. Bien, moi ça ne me regarde pas, je suis serviteur de l'État, que ce soit un autre, ça m'est égal. Où j'ai trouvé ça mauvais, c'est que pendant le même temps, la presse française a reçu des consignes. Et dans le Figaro, dans Libération, dans Valeurs Actuelles, dans différents journaux, dans magazines, on a expliqué que Balich avait des exigences inadmissibles, que c'était un formant, qu'il demandait ceci, il demandait l'impunité, il demandait les armes, il demandait de l'argent. Il y a même un journaliste du Figaro qui a eu le culot d'écrire que je lui avais dit, moi, que l'exigence de Balich était inacceptable, alors que je ne connais pas ce journaliste et que je n'ai jamais vu. Donc on a inventé pour noircir le personnage. Tout à fait. Donc c'était vraiment une opération absolument répugnante, dont le général Balich aurait dû sortir grandi. Oui, c'est pour garder le discrédit sur le général Balich. Il faut qu'il n'apparaisse pas comme un homme d'honneur, un chevalier. Il fallait porter le discrédit sur lui. Oui. Alors, et c'est pourquoi le gouvernement a été complice dans cette affaire. Alors là-dessus, je ne sais pas s'il a été complice, ce que je sais, c'est que là-dessus, j'ai inventé le terme, il y a une industrie des otages. Oui. Il y a un certain nombre de personnages qui se sont dit, il y a de l'argent à gagner. Oui, alors juste un mot sur deux personnages alors, que j'ai mentionnés, sur Marciani et Gaïdamak. Ils ont développé... Ne donnez pas de nom encore. Il y a des personnages dont nous ne dirons pas le nom, qui ont estimé qu'il y avait de l'argent à gagner et qui ont prétendu, eux, qu'ils pouvaient sortir ces deux hommes de la prison, mais moyennant une somme relativement considérable qui, naturellement, n'a jamais été dans la poche du général Balich, qui a disparu. Et c'est ce que j'appelle une industrie d'otages. Ça existe maintenant de plus en plus. C'est une manière de gagner de l'argent sur le dos des malheureux qui sont pris en otage. En plus, inventant des choses qui sont absolument inexactes, par exemple, disant qu'ils avaient obtenu la libération grâce à la pression des Russes. Or, le ministre des Affaires étrangères russe, le 11 décembre, disait il faut que les Serbes rendent ces deux hommes s'ils sont encore vivants. Donc, 3 semaines, un mois après ma propre visite là-bas, le gouvernement russe ne savait pas, ça n'occupait pas, ne savait pas du tout s'ils étaient vivants ou morts. Et par conséquent, on avait ce personnage qui avait inventé ça de toutes pièces. Et c'était un ensemble de tromperies et d'escroqueries. C'est pour ça que j'ai fait une petite plaquette qui s'appelle « De l'honneur militaire en pensant à Balich,
à l'erreur politique en pensant à ces gens-là. Tout à fait. Nous avons... Stop. Alors, mon général, nous arrivons à la guerre du Kosovo, dite du Kosovo. Et contrairement aux affirmations des dirigeants occidentaux, en premier lieu de Clinton, Blair, Chirac et Schroeder, que tout a été fait pour trouver une solution pacifique à la crise kosovienne, c'est bien au contraire que tout a été fait, en particulier de la part de Madeleine Albright, que vous aimez appeler bombing Albright, pour saboter, pour échouer une solution pacifique de cette crise. Les Serbes auraient-ils pu agir autrement qu'ils n'aient agi? Naturellement, dans les accords, plutôt les conversations de Rambouillet, lorsqu'on a vu que la position serbe était difficilement condamnable, alors on a inventé une annexe particulière à l'accord qui exigeait que la Serbie, comme s'il avait été vaincu après une guerre, accepte l'occupation totale de son territoire, fournisse gratuitement tous ses moyens de communication, de télécommunication, de circulation aux troupes d'occupation, de manière à être dans la situation d'un pays vaincu, humilié, battu, défait et complètement entre les mains de l'occupant. Tout naturellement, aucun dirigeant digne de ce nom ne pouvait accepter un texte pareil. Et heureusement, pour la dignité de la Serbie, M. Milosevic l'a refusé. Alors on lui dit « Ah, vous sabotez les accords, et par conséquent, on va vous bombarder. » C'est comme ça que les affaires ont repris, et que les bombardements ont repris sur le Kosovo. Et sur la Serbie. Et d'une manière d'ailleurs, pour eux, fort maladroite, puisque, comme vous le savez, la quasi-totalité des forces serbes était intacte, presque intacte, et qu'en revanche, la population civile a beaucoup souffert. Je ne sais pas si c'était délibéré ou si c'était simplement de la maladresse stratégique. Et il y avait une espèce de sentiment d'humiliation au sein de l'OTAN. Parce que c'était un échec. C'était un échec militaire. L'échec a été ensuite dans les accords de Dayton. Voilà des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, qui se prétendent partisans de la multi-ethnicité et de la multiconfessionnalité, et qui ont réussi quoi? D'abord à détruire la Yougoslavie, ensuite à épurer la Croatie, c'est Serbe, à épurer l'Albanie, le Kosovo, c'est Serbe, et à séparer les populations qui avaient relativement bonne intelligence grâce à Tito en Bosnie, pour faire des États éthiquement purs. Alors vraiment, c'est vraiment pas la consécration de leur thèse. Finalement, il n'y a que la Serbie qui n'est pas éthiquement pure. Et la Serbie qui n'a pas est le seul pays qui a été désigné à la validité publique, qui elle est multiconfessionnelle et multiéthique, en recevant des Croates, en recevant des musulmans, en recevant des musulmans, etc. Et même des Albanais, des Hongrois. Alors passons maintenant à un sujet crucial pour le destin de l'humanité. Pardon? Passons maintenant à un sujet crucial pour le destin de l'humanité. L'Occident, ou plus précisément les États-Unis et la Russie. On assiste à une vaste conspiration contre la Russie depuis la chute du mur de Berlin, qui ne cesse d'être mise en place, donc depuis l'écroulement de l'Union soviétique, et depuis 2 ans avec les renversements des régimes en Géorgie, en Ukraine, en Kyrgyzstan, et avec la tentative pour faire la même chose en Ouzbékistan. On constate donc que ces agissements contre la Russie ont acquis une nouvelle dynamique, c'est pratiquement une guerre contre la Russie. Jusqu'à où peuvent aller les États-Unis sans provoquer une réaction d'autodéfense de la Russie, ou bien est-ce pour la Russie trop tard? Est-ce pour la Russie déjà trop tard? Y a-t-il de l'espoir pour la Russie face à cet encerclement de la Russie que nous voyons, auquel nous assistons? Eh bien, à mon avis, la chose se présente de la manière suivante. Comme vous le savez, à partir du début des années 90, avec la dislocation de l'Union soviétique,
les États-Unis sont devenus l'unique superpuissance mondiale. Et naturellement, c'est légitime de leur part, ils entendent le rester. À quel prix? À tout prix. Et pour cela, il y a divers procédés. Là, c'était des efforts internes considérables dans le domaine scientifique, politique, économique, militaire, mais aussi en contrôlant, d'abord en s'approvisionnant en énergie fossile, en abondance, pour son propre développement, et ensuite en essayant d'empêcher que cette énergie fossile aille vers les pays rivaux du lendemain, c'est-à-dire essentiellement la Russie, la Chine et l'Inde. Alors, cette idée a amené au pouvoir aux États-Unis un gouvernement pétrolier des années 90-91 et a décidé la première guerre du Golfe. L'objectif était peut-être, à mon avis, était d'attribuer à l'allié saoudien, qui était le grand allié à l'époque, les quotas de production de l'Irak, qui était un pays musulman, certes, mais progressiste, socialisant, disait-il, mal vu parce que laïque par les autres pays musulmans, donc facilement désigné à la Valite arabe. D'où la Première Guerre. Cette Première Guerre a eu comme conséquence inattendue le déploiement en Arabie Saoudite d'accords expéditionnaires importants de centaines de milliers d'Américains et d'Européens, formant la forte coalition. Et la réaction a été le choc de civilisation, à savoir que la population d'Arabie Saoudite a mal supporté les mœurs occidentales, ce qui a fait le lit d'Oussama Ben Laden. Et il y a eu des attentats que vous savez, en 93 aux États-Unis, en 95 plus tard à Daran, en Arabie Saoudite, les attentats terribles en Afrique de l'Est, les attentats contre le bateau Cole au Yémen. Et les Américains ont supporté tout cela pendant quelques temps, et puis enfin, quand il y a eu l'affaire du 11 septembre 2001, la coupe était pleine, il était clair que l'Arabie Saoudite avait joué plus ou moins un double jeu et qu'on ne pouvait plus leur faire confiance. Alors il y a eu un renversement de politique en disant nous ne pouvons plus faire confiance à ces pays, la solution pour nous est d'exploiter nous-mêmes le pétrole là où il existe. Et le seul pays où nous pouvons le faire facilement, c'est l'Irak, parce que nous l'avons détruit en 91, parce que nous l'avons survolé et affaibli, animé par un blocus économique qui a fait plus d'1 million de morts, et qui est exsangue, donc ça sera une promenade militaire. Et d'où la deuxième guerre du Golfe. Elle a été précédée, comme vous le savez, d'une opération contre les talibans qui s'étaient réfugiés, installés en Afghanistan. Bien sûr. Ce qui a permis aux États-Unis de s'installer à leur tour en Afghanistan. Bien anticipé. Or, maintenant, depuis quelques mois, le constat est net, c'est partout l'échec. Échec en Afghanistan, où la révolte continue, les talibans reprennent une importance. Échec en Irak, où il y a tous les jours 25 ou 30 morts. Et les Américains doivent se rendre compte, je ne sais pas s'ils se rendent compte, ils se sont rendus compte que leur croisade, que j'appellerais arabo-pétrolière, a été un échec et qu'ils ont un terme d'opération bien plus facile qui est la Russie, plutôt les restes de l'Union soviétique. Pourquoi? Eh bien parce qu'aller prêcher la démocratie dans les pays arabes ne présente aucun attrait pour eux, étant donné que le Coran suffit. Il n'y a pas besoin de parlement, pas besoin de palabres, de discussions, il suffit de lire le Coran. C'est à la fois une manière de vivre et un enseignement confessionnel et spirituel, les deux. Mais en Russie, le communisme étant passé par là, le pays a été déchristianisé et la population n'a pas le choix, n'a d'autre choix que ou bien l'autocratie ou bien la démocratie. La question confessionnelle joue un rôle plus réduit. Par conséquent, on peut aller là-bas prêcher la démocratie. Ça prendra. Ça ne prend pas en arabe, chez les arabes, mais ça peut prendre chez les slaves. Alors, comment faire? Eh bien, on va procéder par étapes. D'abord, grâce à l'Union européenne, qui
qui a pour bras armé l'OTAN. L'OTAN s'est étendue maintenant aux pays baltes, et donc à la frontière de la Russie. Maintenant, il s'agit de gagner d'autres territoires. Alors, on a commencé, à cause de la Caspienne, par la Géorgie. Dans la Caucase. On a chassé M. Shevardnadze pour mettre un ancien étudiant de l'Université de Columbia aux États-Unis à la tête du pays, en étant sûr que ce sera bien américanophile. Et puis, on a fait pression sur le président d'Azerbaïdjan, qui a les pétroles de Bakou, pour que l'OTAN un jour vienne y défendre, contre qui je ne sais pas, y défendre les puits de pétrole. Et puis, on a monté l'opération d'Ukraine pour séparer l'Ukraine de la Russie par la révolution orange. Alors, il y a eu la révolution des roses, d'abord au Géorgie, ensuite la révolution des oranges en Ukraine. Et récemment, à l'occasion des manifestations du 60e anniversaire de la victoire, M. Bush a été invité à se rendre à Moscou. Mais au lieu de se rendre à Moscou, il a atterri directement à Riga, dans les Pays-Bas, pour bien montrer que c'était son territoire à la frontière de la Russie. Et là, à Riga, il a fait des discours en expliquant qu'il fallait que les Russes ne gênent pas le développement de la démocratie à la frontière et à l'intérieur de leur pays. Et puis, il a assisté à la grande parade militaire et s'est envolé en Géorgie, où il a reçu un accueil triomphal en faisant la même recommandation. Auparavant, Mme Rice, qui dirige la diplomatie américaine, elle s'était rendue à Vilnius, en Lettonie, et elle avait chanté la même chanson, mais elle avait même convoqué les opposants au régime du gouvernement de Biélorussie pour les encourager à activer leur action pour renverser leur gouvernement qui était pro-russe. Ainsi, la grande idée consisterait à créer de la mer Baltique à la mer Noire une zone tampon qui isolerait la Russie de l'Europe riche et qui comporterait dans l'ordre des Pays-Bas la Biélorussie, la Pologne, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, et qui aboutirait sur la mer Noire par l'Ukraine, si bien que la Baltique serait une mer américaine, otanesque, la mer Noire serait aussi une mer OTAN, et la Russie serait privée d'accès aux mers chaudes, et il ne resterait plus, comme dans le passé, que les mers glaciaires du Nord. Elle se retrouverait à l'époque avant la Pierre le Grand. Voilà. Avant la Pierre le Grand. Et alors, ce n'est pas tout. La guerre d'Afghanistan a permis, avec l'accord d'ailleurs de M. Poutine, qui ne pouvait pas faire autrement à cause de l'affaire Tchétchénie, a permis aux Américains de s'installer des bases aériennes au Tadjikistan, au Kirghizistan et à l'Ouzbékistan. Et ces bases aériennes, comme toujours, sont suivies de l'arrivée d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales qui ont pour objet des opérations caritatives, des opérations culturelles, des opérations d'assistance, mais aussi de faire le cerclement de la Russie sert aussi les intérêts américains en étant tout près de la Chine. Et ce qui est frappant, c'est que le rideau de fer qui passait avant par le méridien de Berlin a été reporté 5000 km vers l'est, sous forme du rideau de la démocratie avancée, et il passe par la frontière de Chine. Est-ce que les Américains vont réussir? Quelle est votre intuition? Ça, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pense qu'ils peuvent réussir, mais il y a un élément qui va les gêner beaucoup, c'est la prospérité chinoise. La production chinoise, à mon compte, va révolutionner, à mon avis, l'économie mondiale, y compris l'économie américaine. Les Chinois vont s'approprier peu à peu, progressivement, des secteurs entiers de la production en ruinant celle des autres pays. Donc, simplement, pacifiquement. Les Américains sont obligés, pour rester l'unique superpuissance, de faire la guerre. La Chine devient une superpuissance dans la paix, simplement par le travail.
C'est qui? Alors, le résultat, c'est elle attire à elle des milliards, des millions et bientôt des milliards de son côté. Et que du côté occidental, le nombre de comptes, le nombre va diminuer, le nombre des partisans va diminuer. Parce que, malheureusement, les procédés qui ont été utilisés pour faire la guerre ont détruit la renommée libérale et la renommée morale de cette nation. Et la Russie, est-ce qu'elle est menacée dans son existence? La Russie a un atout extraordinaire, c'est la Sibérie. C'est-à-dire la seule réserve mondiale qui n'est pas totalement exploitée, et dont dépend le développement de la Chine, qui dépend entièrement des richesses, à mon avis, qui se trouvent en Sibérie. Évidemment, la Sibérie. Donc, la Russie est l'arbitre du différend qui va opposer les États-Unis à la Chine. Heureusement qu'elle dispose d'un armement atomique formidable et que la Russie est que... Elle a de quoi tenir à l'écart, éviter toute idée de guerre. C'est une bonne nouvelle, comme vous le dites. Enfin, maintenant, disons un mot sur l'Europe. Comment? Disons un mot sur l'Europe, dont l'essor, à en croire l'establishment politico-médiatique de l'Ouest, se jouerait précisément avec le référendum qui a lieu aujourd'hui, ce dimanche, même en France. L'Europe, d'après vous, telle que l'on a construite jusqu'à présent, est-elle une sorte de tour de Babel condamnée à s'écrouler tôt ou tard? La vérité, l'Europe est une idée, mais ça ne peut pas être une réalité. Et à cette idée, nous avons sacrifié un demi-siècle de nos activités. Et le résultat de ce demi-siècle est clair. Le niveau de vie en général a baissé. L'Europe est sortie peu à peu de l'histoire, elle ne compte pratiquement plus, parce que pour qu'elle compte, il est fallu que quelqu'un exerce une pleine souveraineté. Or, les abandons de souveraineté qui ont été consentis pour construire cette Europe font qu'il n'y a plus de souveraineté nulle part. Elle n'est ni à Bruxelles, qui est un demi-pouvoir, ni dans les États qui ont perdu de souveraineté. Regardez le cas particulier de la France. Le gouvernement français n'est même pas capable de fixer lui-même le taux de TVA de ses restaurateurs. Or, dans tout État, la souveraineté ne se partage pas. La construction européenne, telle que la prévoit M. Giscard d'Estaing, met sur pied des institutions qui sont absurdes. Elles ne sont ni fédérales, ni autoritaires, ni en empire. Elles sont le résultat de différents compromis. Comment voulez-vous que cette Europe soit gouvernée dans des conditions pareilles? Prenez le cas des affaires étrangères, où le ministre des Affaires étrangères de cette Europe devrait tenir compte de l'avis de 35 ministres des Affaires étrangères. Ça ne tient pas debout. Alors, la réalité, à mon avis, c'est qu'une fois cette constitution votée, elle sera tellement ridicule d'emploi et tellement faible qu'on en viendra tout automatiquement à un système totalement fédéral à l'américaine. Mais à ce moment-là, les pays européens deviendront des provinces. Et la France sera tout au plus l'Oregon ou, mettons, la Louisiane. Et par conséquent, aura perdu toute autorité, toute liberté d'action, toute souveraineté. Elle dépendra d'un souverain qui est au-dessus d'elle, pouvoir supranational, et qui aura, s'il est autoritaire, ce sera un empire, s'il l'est moins, ce sera un gouvernement fédéral à laquelle la France apportera sa contribution, qui représentera 8 ou 10% de l'ensemble, c'est-à-dire peu de choses. Et l'abolition des nations, ce serait produit. Voilà, je vais mettre. Alors, toute dernière chose, voilà, pour conclure, quel serait votre message aux Serbes, après toutes les épreuves qui, depuis 15 ans, ils n'ont cessé de traverser, que je n'ai pas besoin d'énumérer, puisque vous les avez partagées avec nous, faisant preuve d'une constance et d'une fidélité admirable, c'est dont notre peuple vous est profondément reconnaissant. C'est d'abord moi, comme Français, qui dois lui être reconnaissant des sacrifices qu'il a ressentis en commun avec nous pendant les 2 dernières guerres. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas. En ce qui concerne l'avenir, je sais qu'il est
très difficile de porter un jugement quand on est relativement à l'abri, comme je le suis en ce moment, et qu'eux sortent d'une guerre affreuse, d'un bombardement, et qui les a plongés à la misère. Mais pour moi, leur avenir n'est assuré que dans l'indépendance, à savoir le refus de l'ingérence étrangère, même si provisoirement cela peut être coûteux. Car pour un peuple, il y a une chose qui compte, c'est la liberté et l'indépendance et sa propre souveraineté sur lui-même. À partir du moment où il commence à composer et qu'il accepte les pressions d'un autre peuple, il perd son âme. Et la recommandation que je ferai, c'est dans la misère, de garder son âme. Le livre de vos mémoires s'appelle Le sablier du siècle, Peščaník veka. Dieu merci, le sablier de votre vie ne s'est pas encore égrené. Parce que, enfin, exactement dans un mois, le 29 juin prochain, ne parlez pas d'âge. Oui, vous fêterez vos 94 ans. Pourquoi pas, oui. Eh bien, j'en profite pour vous exprimer tous mes vœux et les vœux de millions de nos téléspectateurs pour que vous puissiez encore pendant des années continuer votre grande mission au service de la justice et de la vérité. Merci mon général. C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse. Bravo.